Olivier Folmy, vous faites partie de cette famille des photographes voyageurs qui ont fait le choix de parcourir notre petite planète Terre pour nous en révéler toute la beauté des paysages bien sûr, mais aussi et surtout la beauté intérieure des humains. Alors après votre monumental travail intitulé « Sagesse de l'humanité » qui vous a fait parcourir pendant des années les 5 continents, vous avez vendu plus d'1 million d'exemplaires, eh bien vous nous proposez un nouveau livre, un livre de photographie intitulé « Mon Himalaya, 40 ans parmi les bouddhistes » aux éditions Ténéus. Un livre très personnel sur votre relation avec ce peuple tibétain que vous aimez tant et qui vous a tant donné. Alors, avant de nous diriger vers l'Himalaya en votre compagnie, j'ai envie de vous demander de nous décrire où nous nous sommes retrouvés pour réaliser cette émission Visage. On est dans mon camping-car, sur les crêtes du Mont Sion, au-dessus du bassin genevois. On est face aux montagnes des Bauges, du Parmelan. Et en fait, c'est mon bureau mobile. C'est là où je travaille. Ce bureau que j'installe selon l'inspiration dans les champs, sur les crêtes de montagne. C'est ma tente de nomade moderne. J'ai besoin de cette tente que je bouge sur les pâturages qui m'inspirent. Et vous avez besoin de voir les montagnes aussi. On n'a pas l'Himalaya devant les yeux, mais on a une très belle chaîne de montagnes, là sur notre droite. J'ai besoin d'horizon pour écrire. Alors, vous venez de publier ce livre, Mon Himalaya, aux éditions Ténéus. 40 ans de vie dans l'Himalaya. On vous connaît bien pour vos photographies à travers le monde entier. Vous avez réalisé une série de très beaux livres intitulés « Sagesse de l'humanité » il y a quelques années. Vous avez voyagé dans le monde entier. Vous avez malgré tout un lien tout particulier avec l'Himalaya, plus qu'avec l'Afrique, l'Amérique latine. Oui, bien sûr, puisque j'ai passé 20 ans de ma vie dans le monde himalayen et surtout entre 20 ans et 40 ans. Donc c'est cet Himalaya qui m'a forgé un peu ma personnalité, ou en tout cas mon regard sur le monde, pour pouvoir parcourir ensuite le monde avec un regard quelque part imprégné par les peuples himalayens. Et je dirais même les peuples tibétains, parce que quand je dis que j'ai passé 20 ans dans le monde himalayen, c'était surtout dans le monde tibétain, auprès des peuples bouddhistes tibétains, plus que vers l'Himalaya hindouiste ou l'Himalaya musulmane. Vous écrivez dans votre livre « Nous nous sommes adoptés il y a 40 ans, l'Himalaya et vous ». Je sais que vous n'utilisez pas ce mot « adoption » à la légère, vous qui avez adopté 4 enfants de l'Himalaya. L'Himalaya vous a adopté? Oui, vous le ressentez très fortement? Oui, parce que quand je retourne vers ces lieux où j'ai vécu, auprès de ses amis, auprès de ma famille, je suis chez moi, je me sens chez moi, avec les miens. J'ai 2 mondes. J'ai ce monde en Occident, mais j'ai ce monde et ma famille himalayenne de là-bas. Donc je me sens adopté, comme je les ai adoptés, bien sûr. Oui. Olivier Folmy, vous avez commencé à voyager très jeune. Dans une précédente émission Visage, il y a quelques années, vous nous avez raconté comment vous étiez parti camper à 13 ans, 14 ans. Hein, je me souviens, les parents vous laissaient partir. Comment s'est fait votre première rencontre avec l'Himalaya ? La toute première fois. La première rencontre, elle a été avec l'Himalaya musulmane, en Afghanistan, si on peut considérer que l'Inde Kouch fait partie de l'Himalaya. J'y allais pour faire une ascension avec des amis de Genève. Je voulais devenir guide de montagne. On m'a proposé de me joindre à cette expédition, j'avais 17-18 ans. Et j'ai décidé de partir 1 mois plus tôt pour faire avant de faire cette ascension là-bas, pour découvrir l'Afghanistan tout seul. Et j'ai parcouru l'Afghanistan par la piste du centre. C'était avant la guerre, évidemment. Et c'était un choc culturel pour moi de voir qu'il y avait des peuples qui avaient d'autres codes, d'autres manières d'être, d'autres manières de penser. J'étais ébloui de sortir de l'Occident, enfin de mon contexte européen, et de me rendre compte qu'il y avait d'autres vérités aussi, d'autres compréhensions de la vérité. Et après, donc, j'ai décidé de repartir à 18 ans avec un peu plus de sous, de moyens pour faire le tour du monde. Et je suis parti sac au dos par la route des Indes. Et là, je suis parti évidemment en direction de l'Afghanistan et de l'Asie. Et arrivé dans l'Himalaya hindouiste, en Inde et au Népal, j'étais fasciné. Et arrivé dans l'Himalaya bouddhiste, donc tibétaine, avec des hauts plateaux, avec ces paysages qui me transcendaient, j'étais transcendé par la culture, j'étais subjugué par tout ce que je vivais. À la fois par la beauté des paysages, mais aussi par la culture par les gens. Tibétains. J'aimais tous ces peuples musulmans, hindous, bouddhistes, par cette autre
manière d'être, d'exister, ce recul par rapport à la vie, cette espèce de pudeur par rapport à la vie. J'estimais qu'en Occident, on était très agité, on était, c'était aussi ma manière d'être, mais il y avait un recul par rapport aux choses que j'aimais. Il y a une distance, il y avait une manière d'être peut-être plus calme dans ces peuples parce qu'ils étaient moins confrontés à la modernisation ou à la consommation. Donc il y avait un peu comme on avait ou qu'on a toujours dans nos campagnes. Je rencontrais des gens qui n'avaient pas l'agitation intérieure qu'on peut avoir dans nos villes. Donc j'étais sensible à ça. C'était pas forcément que la culture qui me fascinait, mais c'était aussi cette manière d'être, d'exister. Et après, je me suis intéressé à la culture tibétaine. Vous nous l'avez dit il y a un instant, vous vouliez être guide de montagne. Vous étiez attiré par les ascensions. Et l'Himalaya, c'est la Mecque de tous ceux qui rêvent de faire de la haute montagne. Vous l'avez fait pendant un certain temps, mais pas très longtemps. Non, j'ai fait ce sommet... C'est passé un événement qui a arrêté, je dirais, ce désir d'être grand escaladeur. Disons que j'ai été fasciné, bien sûr, par la beauté des paysages. J'ai toujours imaginé que d'aller sur un 8000, c'était me rapprocher des dieux ou de Dieu. Et en fait, j'ai eu après l'occasion de faire plusieurs expéditions de haute montagne. Et là, j'ai compris que non, c'était une arène de gladiateurs, les 8000. C'était pas du tout transcendant à un niveau spirituel. Trop dur, c'est beaucoup trop difficile. On est un cheval de course avec des œillères. Il faut se concentrer sur un pas, une respiration. On n'a pas la disposition, en tout cas moi j'avais pas le physique peut-être pour me libérer spirituellement, pour m'évader spirituellement, non. Par contre, j'ai aimé ces peuples j'ai compris que pour moi j'aimais la montagne avec les hommes, et ce qui a fait le facteur déclencheur, peut-être au niveau spirituel, c'est que j'ai eu un accident de voiture à 20 ans où j'aurais dû mourir. Je suis tombé dans l'Arve, dans un fleuve. J'ai tombé en voiture. J'allais beaucoup trop vite et j'ai loupé un virage. J'ai franchi le parapet avec la voiture qui a plongé dans la rivière qui était 8 mètres plus bas. C'était la nuit, au printemps. La voiture a coulé avec moi dedans et j'ai eu juste la capacité de sortir par les vitres qui étaient cassées, évidemment, rejoindre la rive à la nage. Et je suis ressorti de cet accident transcendé par ce que j'avais vécu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand vous avez coulé avec la voiture? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Non, c'est pas quand j'ai coulé, parce que là j'étais dans l'adrénaline pour m'en sortir. C'est quand j'ai plongé avec la voiture dans la rivière que là j'ai compris que j'étais mort. Et ce qui m'a bouleversé, c'est cette approche de la mort. J'ai compris la beauté de la mort. J'ai trouvé que ce lâcher prise par rapport à la vie, jamais j'avais été aussi serein que cela. Pendant ces quelques secondes, parce que ça a été très rapide. Fraction de seconde, je pourrais pas vous dire. Ouais. Mais vu qu'à ce moment-là, dans ces moments d'intensité, le temps n'a plus de valeur, je pourrais pas vous dire combien de temps ça a duré. En tout cas, ça a duré largement assez pour que j'ai eu le temps de dire au revoir à la vie, avec beauté, au revoir à tous ceux que j'aimais, mais sans attache, à me détacher, à ne plus m'intéresser à tous les biens qui m'intéressaient, matériels, à me sentir totalement libre. Et cette disposition d'esprit, cette... On peut parler de quiétude, totale, paix intérieure. L'impression totale, l'impression de rejoindre un grand tout. Quelque chose qui nous unit bien au-delà des sentiments, des émotions, de tout ce qui nous rattache à cette vie d'homme. L'impression je sais pas si on peut parler de rejoindre Dieu quelque part, de rejoindre une éternité. Enfin, en tout cas, difficile de parler avec des mots de tout ça. C'est par la méditation qu'on peut retrouver cet état. Mais cette expérience, et ça je le mets entre guillemets, de cet accident de ces 20 ans, vous a orienté vers l'Himalaya, vous a quelque part conduit vers ces sommets de l'Himalaya pour rechercher cette quiétude et cette paix intérieure? Tout à fait. Tout à fait. J'y allais, si vous voulez, comme je vous disais au début de l'interview, j'ai connu l'Himalaya à 17 ans. J'étais pas forgé à 17 ans, j'étais en quête. À 20 ans, j'étais en tourment. Je me posais toutes les questions existentielles de cet âge, notamment au niveau spirituel aussi. J'ai trouvé des peuples... En Occident, je pouvais pas trouver ma réponse parce que j'étais pas structuré en Occident. J'avais pas, je venais d'une famille laïque et en même temps, d'un point de vue pratique, je n'avais pas de diplôme, j'étais pas un enfant qui était bon à l'école, j'étais pas fait pour être sur des bancs d'école. Donc j'étais en quête et c'est pas en Occident que je trouvais mes repères parce que je n'ai
pas de fondement quelque part. Je manquais de fondement ici. Et je n'avais pas ma place par rapport à tous mes amis qui avaient leur diplôme, qui avaient un métier. Et alors que moi, j'étais un vivant, un enfant plein de vie. Je trouvais mon chemin à guider des étrangers, des touristes, des voyageurs, des marcheurs en Himalaya. Je guidais des groupes pour gagner ma vie là-bas. Et en même temps, j'étais imprégné par les peuples que je rencontrais là-bas, avec toutes les questions existentielles que je me posais, donc des peuples bouddhistes. Visage, Thierry Lyonnais. Olivier Folmy, on vous connaît bien aujourd'hui comme photographe. Vous êtes un grand photographe qui avait publié énormément de livres. Quand vous êtes parti aux Zanskar, il y a maintenant une 40aine d'années, qu'est-ce que vous recherchiez vraiment ? Vous aviez idée de faire des photographies sur cette région méconnue, ou vous cherchiez à revivre, comprendre peut-être cet accident que vous aviez vécu et cette expérience que vous aviez vécue dans cet accident. Le moteur qui vous a emmené aux Zanskar. Le moteur qui m'a emmené aux Zanskar, c'est l'amour des hommes et l'aventure, au départ. Ensuite, j'ai été pris par le Zanskar, qui est une petite vallée de l'Himalaya au nord de l'Inde, qui est de culture tibétaine, parce que quand j'y suis arrivé la première fois, je me suis assis devant cette vallée en descendant du col. J'ai regardé cette vallée au loin avec ses champs d'orge, ces petits villages disséminés dans la plaine, à 3500 mètres. Et j'avais les larmes dans les yeux parce que j'ai l'impression que je revenais ici. Je revenais chez moi. J'avais déjà vécu là. Que j'avais une attache avec ces vallées que je n'expliquais pas. Dans votre livre, vous écrivez « J'avais le sentiment cosmique d'arriver enfin chez moi ». Oui. Un sentiment de connaissance de ce lieu déjà, de sentiment de connaître ce lieu. C'était intuitif, c'était inexprimable, mais j'avais l'émotion d'être le disciple qui retrouve son maître, quelque part. Mais c'était inexprimable tout ça. Donc j'ai passé 4 ans de ma vie dans ces vallées du Zanskar. J'ai passé 4 hivers isolés du monde, puisque en hiver à cette époque on pouvait pas sortir du pays. Les vallées, les cols étaient bloqués par la neige. J'avais soif de vivre une expérience hors du temps, hors du monde. J'avais aussi besoin de prendre du recul par rapport à ce monde agité. Et je crois que j'étais un voyageur du début du siècle, qui avait envie de vivre des expériences du début du siècle. J'étais fasciné par des récits d'Alexandra David-Neil, de Lama Yar, de Nicolas Bouvier, de Lama Govinda. Des voyageurs qui prenaient le temps, oui. Et qui partageaient la vie quotidienne des gens, qui apprenaient la langue. Qui apprenaient la langue et qui s'impliquaient complètement dans une autre vie qui n'était pas la leur, d'une autre culture. Mais Olivier Folmy, vous aviez le désir de devenir moine bouddhiste ou de partager vraiment la vie à la fois des moines, mais aussi des villageois et de la population locale? Alors, pour commencer, pour répondre à votre première question par rapport à la photographie, je ne suis pas parti en Himalaya pour être photographe, jamais. Non, je suis parti pour vivre quelque chose que j'avais au fond de moi. Et ensuite, je suis devenu photographe pour transmettre, pour être passeur de ce que je vivais. Je suis passeur d'émotions. Ouais. Oui, tout à fait. Plus que photographe, je suis passeur d'émotions, donc à travers la photographie. Ensuite, quand j'ai eu cet accident de voiture, pour répondre à votre deuxième question, Thierry, je me suis rendu compte que il y avait une vérité qui était beaucoup plus belle que simplement les vérités terrestres, quelque part. Et j'ai eu envie de la recôtoyer, cette quiétude de cet accident. Et j'ai compris que finalement c'était à travers la spiritualité que je pouvais, ou la foi, que je pouvais retrouver cette quiétude, ou en tout cas cette dimension-là, cosmique. Mais dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya. En recherchant en Europe. Non, parce que j'avais fait mes premiers pas spirituels dans le monde himalayen, donc c'était logique que j'aille là-bas. J'étais attiré forcément par cette vie monastique, dans ces monastères tibétains, et c'était un peu teinté au Tibet, peut-être qui m'a aussi influencé, si vous voulez. Et donc, j'ai passé un hiver au monastère de Puktal en pensant aborder une vie, prendre la robe, si vous voulez. Devenir moine rentrer bouddhiste, rentrer dans les ordres. Et au monastère de Puktal, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop prétentieux, que je n'étais pas capable, j'avais pas du tout la volonté pour être moine. J'avais pas encore assez fait ma vie d'homme, quelque part, ou j'avais peut-être pas assez la foi, je ne sais pas. Mais j'ai eu besoin de revenir auprès des hommes. J'aimais le monde des hommes, avec tous ses travers. C'est intéressant, Olivier Folmy, parce que vous êtes très ami avec Mathieu Ricard, oui. À peu près la même génération. Lui est parti là-bas, il est devenu moine bouddhiste. Il est passionné de photographie, c'est un grand photographe également. Vous avez même publié un livre ensemble. Oui.
Deux chemins parallèles. Lui, la voie monastique, vous, finalement, la voie d'être laïque dans le monde, mais de partager la même beauté. Oui, parce que la spiritualité peut passer par le monde des moines, bien sûr. Si vous voulez, les moines vont aller plus vite, peut-être dans leur chemin spirituel, parce que on fait abstraction de pas mal de désirs. On a la discipline de laisser quand même pas mal de choses de côté qui nous entravent un peu dans cette dimension spirituelle, alors que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'amour et de vin, si vous voulez, pour essayer quelque part. C'est un peu comme Drukpa Kunle, qui est le héros des Bhoutanais, qui est un héros qui est un jouisseur de la vie, qui est un comique et qui en fait a atteint l'éveil à travers cette vie très paillarde quelque part. Alors c'est un peu mon chemin. Alors j'aimerais bien atteindre l'éveil comme lui, évidemment, mais je pense que je suis un homme qui a besoin, pour m'éveiller, de la vie de la vie de tous les jours. Vous avez cette belle expression, Olivier Folmy, dans votre livre. Vous dites: c'est auprès des villageois et des moines du Zanskar que je me suis initié au bouddhisme du cœur. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce que vous entendez par le bouddhisme du cœur, vous, le bon vivant. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer un grand maître comme Mathieu Ricard, qui a étudié, qui a été le disciple de Dilgo Rinpoche, qui est un des plus grands maîtres du monde tibétain. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, ou en tout cas, je n'ai pas été à l'écoute de ces rencontres. Pourtant, vous en avez rencontré beaucoup, photographié beaucoup, y compris le Dalai Lama, par exemple. Oui, bien sûr, mais je pense que mon chemin ne passait pas par la vie monastique, et que j'étais sensible aux hommes, et ce bouddhisme du cœur, en fait, je n'ai pas appris par le bouddhisme de l'intellect quelque part. Je n'ai pas appris le tibétain pour pouvoir lire les textes sacrés. Je suis pas un intellectuel au départ, bien que le bouddhisme, moi, n'est pas forcément un intellectuel. Le bouddhisme ne fait pas appel à l'intellect dans la méditation, mais malgré tout, il y a quand même un travail à faire pour pouvoir lire les livres sacrés, d'apprentissage du tibétain. Moi, j'ai appris le tibétain des villageois. Je me suis arrêté à la compréhension basique de mes langues, du tibétain, du hindi, parce que j'ai toujours estimé qu'à partir du moment où je pouvais faire rire les gens, eh bien, je comprenais la langue, je comprenais les codes. C'était les codes plus que la langue qui m'intéressait. Et alors, le bouddhisme du cœur? Donc, le bouddhisme du cœur, je l'ai appris avec les gens, parce que ce n'est pas les maîtres qui me l'ont appris, ce sont les gens dans les villages, à travers leurs gestuels, qui m'ont écrit, à travers les regards, la douceur d'un regard, la manière de parler, toujours avec une certaine tendresse. On ne parle jamais fort dans le monde tibétain. C'est une impolitesse de parler fort. Il y a toujours des gestes respectueux, où on a une forme d'altruisme dans sa manière de vivre. Il y a cette conscience de l'autre qui est très présente dans ces peuples, auprès de ces peuples. Il y a aussi cette non-violence qui est là dans leur manière de vivre au quotidien. Ce respect de tous les êtres vivants. Je n'ai jamais vu un Tibétain pulsionnellement écraser une fourmi ou une araignée ou une mouche ou même un moustique. Donc c'est ça pour moi le bouddhisme. Je l'ai appris à travers cette gestuelle et cette présence des villageois, cette manière d'être avec moi et avec les autres. C'est ça mon bouddhisme. Olivier Folmy, pendant 4 ans, vous avez partagé la vie de ces peuples de culture tibétaine dans cette zone qu'on appelle le Zanskar, au nord de l'Inde. Et vous avez eu un lien tout particulier avec un couple, Lobsang et Dolma.
J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire incroyable qui s'est développée sur une vingtaine d'années avec ce couple et avec leurs enfants. Comment est-ce que vous les avez connus, Lobsang et Dolma ? C'est une histoire incroyable, effectivement, parce qu'elle dure encore. Et pour moi, c'est une histoire qui est karmique. Comme je vous disais que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu au Zanskar, je pense qu'il y avait un lien karmique avec cette famille. Lobsang, je l'ai connu, il était caravanier dans un groupe que je guidais pour traverser l'Himalaya. Au départ, j'avais 20 ans. On s'entendait comme deux frères. Au début, je ne connaissais pas la langue, mais on n'avait pas besoin de parler. Ce ne sont pas des peuples bavards, de toute façon. Mais on était bien ensemble, sous les étoiles, autour des flammes, le soir. Et un jour, j'ai persuadé Lobsang de venir avec moi derrière l'Himalaya. Il n'avait jamais traversé il n'avait jamais passé vers le côté sud himalayen, qui est beaucoup plus verdoyant, qui est plus arrosé par les pluies de la mousson. Et je l'ai persuadé de venir avec moi jusque de l'autre côté. Il est venu avec son cheval. Il n'avait qu'un seul cheval, c'était toute sa richesse. Et en fait, il ne savait pas. Il a laissé son cheval paître toute la nuit. Et le cheval, qui n'avait pas l'habitude d'autant d'herbes, s'est gavé. Il a dû manger des herbes qu'il ne fallait pas. Et Lobsang l'a retrouvé le lendemain matin. Il avait la panse éclatée. Il était mort, son cheval. Et j'ai revu mon Lobsang pleurant, qui était un homme brisé. Il avait perdu sa fortune. Il venait de se marier. Et en même temps, il avait perdu son cheval. C'était un être de la famille. Et j'étais bouleversé. J'avais 20 ans, 21 ans. Et j'attendais un autre groupe qui devait revenir, avec lequel je devais traverser le Zanskar à nouveau. Et quand le groupe est arrivé avec le camion, je leur ai dit, ne descendez pas du camion, parce qu'on n'a pas le cheval pour remonter. Et moi, je ne remonterai pas au Zanskar si on n'a pas retrouvé un cheval pour Lobsang. Et j'en voulais, je voulais retrouver un cheval pour mon ami. Et ils ont compris, ils ont été bouleversés aussi par l'émotion que j'avais. Et je dis que s'il vous plaît, on contribue à racheter un cheval. Et tout le monde dans le groupe m'a aidé à racheter un cheval. Et on est remonté avec un cheval. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. L'histoire a commencé avec ce cheval, mais elle a aussi vraiment commencé par un geste de grande confiance que ce couple a eu envers vous. Ils vous ont demandé d'emmener leur fils Motoup, à l'école au Ladakh, quelques années plus tard. Oui, bien Et ça, sûr. c'est un geste de confiance. Ils vous ont confié le fils pour l'emmener faire des études. J'aimerais que vous nous racontiez ça, parce que c'est... Un geste de confiance et d'amour. Oui, je me tends sur le cheval, parce qu'évidemment, c'est 20 ans de vie et d'amour, tout ça. Donc, il y en a des histoires à raconter. Oui, il faudrait des heures pour parler de toutes ces aventures. On ne peut pas résumer 20 ans d'amour et de vie comme cela. Et Lobsang m'a fait connaître sa famille après cette histoire de cheval. J'ai connu les enfants. Motoup et Diskit, qui avaient 1 an et 3 ans. Un garçon et une fille. Oui. Et ensuite, chaque année, on se retrouvait. Chaque année, on allait plus loin dans cette relation d'amitié. Et un jour, Lobsang m'a demandé de mettre son fils à l'école, qui avait 8 ans. Et je l'ai mise à l'école, au Ladakh, c'était l'école la plus proche, qui était à 150 km. C'est ça, il faut expliquer, il n'y avait pas d'école aux Zanskar, donc il fallait faire une longue marche à travers des cols à 5000 mètres pour aller au Ladakh. Et Motoup, je l'ai inscrit en pension. Et il est resté 3 ans au Ladakh, sans retourner chez lui, parce que les grandes vacances étaient en hiver, on ne pouvait pas retourner au Zanskar. Moi, je faisais toujours le messager entre Motoup et la famille là-haut. Donc, c'était vraiment une histoire de vie qui se construisait. Et au bout de 3 ans, j'ai compris que Motoup manquait à la famille, et que lui aussi, il avait envie de retrouver sa famille. Donc, on a créé une caravane avec Lobsang. On a décidé qu'on allait se retrouver tous en hiver, enfin, Lobsang et des porteurs, qu'ils allaient descendre par le fleuve gelé, qui était le seul chemin pour quitter le Zanskar en hiver, qui est un chemin de 10 à 12 jours de marche, dangereux. Et tout ça pour ramener Motoup. Et donc là, Daniel, qui était mon épouse, est venue avec nous. Et c'est là où il y a eu tout d'un coup cette dimension familiale qui est arrivée. C'est qu'on est revenu avec Motoup, Daniel et moi, au Zanskar, avec la caravane, pour retrouver la famille là-haut. 1 mois de marche pour 5 jours de vacances en famille. Oui, on a retrouvé pendant 5 jours la famille là-haut, la maman, qui n'était jamais sortie du Zanskar, qui retrouvait son fils après 3 ans d'absence. Elle n'avait aucune idée de ce que faisait Motoup au Ladakh, elle ne savait pas ce que c'était que l'école. Et là, elle revoit un enfant instruit, donc qui a tout d'un coup une autre manière d'être, d'exister, qui savait lire et écrire. Lobsang et Dolma ne savent pas lire et écrire. Et donc, en partant au bout de 5 jours, elle nous a demandé à Daniel et moi de partir, de donner aussi une chance à sa fille, à Diskit,
de la mettre aussi à l'école. Et c'est là où il y a eu cette dimension de confiance et d'amour extraordinaire, parce qu'elle nous confiait ses enfants. Et d'ailleurs, en partant, elle nous a dit, Daniel, Olivier, je vous confie mes enfants, ce sont les vôtres aussi. Et là, du jour au lendemain, de la minute à l'autre, on est devenus parents, responsables de ces 2 enfants, parents de la modernité. Et c'est là où il y a eu tout d'un coup cette histoire extraordinaire de 2 familles, de 2 couples finalement, qui avaient des enfants en commun. Et cette histoire est restée aussi belle parce que Motu Pédiskit, bien sûr, on s'en est occupé tout au long de ces années, en retrouvant Lobsang et Dolma en été, parce qu'on a changé Motu Pédiskit d'école pour pouvoir remonter là-haut en été. On n'a jamais coupé le lien. On les a scolarisés en Inde, on ne les a pas adoptés de façon plénière, bien qu'on aurait pu, mais le but n'était pas du tout de les adopter, de les faire venir en Occident, c'était de garder ce lien familial. Et finalement, ils se sont mariés, Motu Pédiskit, avec des enfants du pays là-haut, ils ont créé... Ils vivent au Ladakh encore. Ils vivent au Ladakh, et au mariage de Motu et au mariage de Diskit, eh bien, on était les 4 parents à fêter ce mariage. Et quand il a fallu décider du mariage de Motu, puisque ce sont les parents qui décident au Zanskar, enfin en Asie en général, les parents nous ont attendu qu'on vienne pour nous demander si on était d'accord de marier Motu avec une fille du village. Donc il y a eu cette connivence constante et ce respect de l'un et de l'autre en tant que parents. Donc c'est pour ça que c'est une histoire qui est restée aussi belle. C'est une histoire assez extraordinaire. Et vous écrivez ceci qui est très interpellant, je trouve, pour tous les parents. Vous dites, dans la culture tibétaine, un enfant naît au sein de la famille par la grâce de son karma. Les parents doivent tout faire pour l'aider sur son chemin d'éveil, quitte à s'en séparer. C'est vraiment ce qu'ont vécu ces parents. Complètement. Se séparer de leurs propres enfants, vous les confiez pour le bien-être, l'éveil, le développement de leurs enfants. Tout à fait, parce que c'est pour ça que je vous dis que j'ai appris le bouddhisme du cœur à travers les villageois, c'est à travers des actions comme cela, puisque dans le bouddhisme, on va essayer justement de se séparer de l'amour accaparateur, si vous voulez. C'est de l'amour beaucoup plus général. Et un enfant, si on veut l'aider, on doit s'en séparer. On doit pas le garder auprès de soi. On doit, s'il a une chance de grandir, on doit lui donner cette chance. Le but de l'amour pour un enfant, c'est de l'aider à grandir au niveau matériel, mais au niveau spirituel aussi. Donc on ne doit pas le rattacher. Et c'est dans cette approche-là que j'ai appris ce bouddhisme du cœur. Ce que je trouve très beau dans cette histoire, mais dans cette histoire de vie, parce que c'est une véritable histoire de vie qui s'étend sur 40 ans. Maintenant, vous êtes toujours en lien avec cette famille, avec ces enfants. Ce que je trouve très très beau, c'est que vous avez donné, vous et Daniel, pour ces enfants, vous en êtes vraiment occupés, mais vous avez reçu beaucoup. Parce que j'ai l'impression que c'est au moment de cette longue marche sur le fleuve gelé que s'est envolée votre carrière de photographe, que le succès de votre vie de photographe vous a été donné à partir de ce reportage que vous en avez tiré sur le fleuve gelé et qui vous a fait connaître dans le monde entier, puisque votre reportage a été publié dans le monde entier, dans les plus grands magazines. Vous voyez, vous avez donné et vous avez tellement reçu, j'ai l'impression. Oui, mais tout à fait, bien sûr, mais parce que finalement c'est la loi du karma, donner c'est recevoir. Hein. Le karma c'est quoi? Vous plantez des graines et vous récoltez les fruits de ces graines, c'est ça la notion du karma. Finalement, moi j'ai fait par amour ce chemin d'emmener un enfant à l'école, de le ramener, et c'était pas du tout dans un but photographique. C'était pas calculé, c'était pas pour faire un coup journalistique. Absolument pas. C'était d'ailleurs, ce sera un coup journalistique. Vous savez, cette histoire a été copiée en film 5 fois. Il y a eu 5 réalisateurs dans différents pays du monde qui l'ont copié. Aucun de ces réalisateurs n'a suivi les études de ces enfants qu'ils ont mis à l'école. Ils ont emmené des enfants sur le fleuve gelé pour faire un film. Ils l'ont vendu, mais il n'y a jamais eu de suivi. Moi, on m'a peut-être volé cette histoire du fleuve gelé qui dure 12 jours, mais on m'a pas volé mes enfants, quelque part. C'est l'histoire de ma vie. Donc, parce que je l'ai faite par amour, et ça reste de l'amour. Ce sont mes enfants. On peut pas me les enlever. On peut me copier cette histoire, mais on peut pas m'enlever cette histoire d'amour. Et donc, j'ai reçu énormément parce que finalement, quand je suis redescendu avec Daniel et les enfants, enfin, les 2 enfants sur le fleuve pour les ramener à l'école, pour inscrire la petite aussi, là, j'ai compris que j'étais en train de vivre quelque chose d'unique et qu'il fallait que je photographie. Donc, j'ai beaucoup plus photographié. Et l'année d'après, je suis remonté parce que j'estimais que c'était important aussi que Diskit retrouve ses parents après un an, parce que autrement la coupure était trop longue. Et là, je me suis mieux organisé. J'étais déjà dans une démarche effectivement de photographe. Mais la naissance de cette histoire, elle est née par amour, pas par opportunisme. Enfin, vous avez quand même reçu
le World Press, le plus grand prix de la photographie, grâce à ce chemin que vous avez fait avec ces enfants sur ce fleuve gelé. C'est parti du cœur et en même temps, j'ai une reconnaissance. Vous avez une reconnaissance mondiale. Une reconnaissance professionnelle. Mais je ne focaliserai pas cette aventure sur ces 12 jours sur la glace, si vous voulez. Pour moi, la beauté de cette aventure, c'est qu'elle perdure. Visage, RCF. Olivier Folmy, nous poursuivons cette émission Visage en votre compagnie, toujours sur cette colline tout près de la Suisse avec ces montagnes en face de nous. On a de temps en temps un avion qui va atterrir à Genève, pas bien loin, qui passe au-dessus de nous. Parlons du peuple tibétain, puisque, si je vous ai bien compris, c'est vraiment ce peuple tibétain que vous aimez dans l'Himalaya. C'est pas simplement les beaux paysages de ces montagnes. Il y a un homme qui est emblématique pour ce peuple tibétain, c'est le 14e Dalai Lama. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Il a même dédicacé et fait la préface d'un de vos livres. J'aimerais que vous nous parliez de la relation que vous avez eue avec cet homme. La rencontre qui vous a le plus marqué avec lui, quelle est-elle ? Celle de 1985 à Bodh Gaya ou d'autres ? Je ne peux pas parler d'une rencontre privilégiée avec le Dalai Lama. Je ne me suis jamais permis cela, si vous voulez. Mathieu Ricard peut se le permettre parce qu'il est le traducteur officiel du Dalai Lama. Il est dans un contexte monastique. Moi, je me suis jamais permis d'avoir une relation intime, plus intimiste avec le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'était cette réincarnation de Avalokiteshvara, du Bodhisattva de la compassion, pour les gens que je côtoyais depuis des années. Je ne pouvais pas tout d'un coup me permettre, j'aurais pu avoir une relation plus personnelle avec le Dalai Lama. Je suis resté du côté des villageois, si vous voulez. On m'a proposé, quand on a vécu avec Daniel 1 an à Dharamsala, donc là où sont réfugiés les Tibétains, le Dalai Lama, le secrétaire particulier du Dalai Lama m'a proposé d'être le photographe de l'intimité du Dalai Lama. D'un point de vue reportage, d'un point de vue professionnel, ça aurait été un scoop, bien sûr, mais j'ai pas voulu. Parce que j'estimais que, par respect pour les villageois que je côtoyais dans tout ce monde himalayen, le Dalai Lama devait pas être mon ami. Il devait être cet être que tout le monde respecte comme une divinité vivante dans le Dalai Lama. Donc je n'avais pas à photographier son intimité. Ça aurait heurté mes amis villageois, et je ne l'ai pas fait. Donc je n'ai jamais cultivé. J'ai été photographe du Dalai Lama quand il est venu en France pour donner des enseignements. J'étais le photographe officiel, mais j'ai toujours gardé cette distance respectueuse, par respect pour cet homme, ce Dieu vivant qui était ce Dieu vivant pour mes amis villageois. C'est intéressant parce que pour les Tibétains, il est l'incarnation vivante d'Avalokiteshvara, comme vous avez dit, c'est-à-dire de la compassion, de l'amour du prochain. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont assez admiratifs de ce rayonnement qu'a le Dalai Lama. Vous, on sent que finalement votre chemin de vie, c'est vraiment un chemin autour du thème de l'amour. Vous connaissez un autre thème qui soit intéressant à traiter ? Non, c'est l'amour qui est le moteur de la vie. Il y a la connaissance. Il y a des voies dans les traditions orientales. Il y a la voie de la connaissance et il y a la voie de l'amour, comme on dit, la voie de la bhakti, de l'amour. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très marqué par ça. Par vos photographies, par ce que vous voulez offrir à travers vos photographies. Oui, parce que... par tout ce que vous venez de dire depuis le début de notre rencontre. Effectivement, il y a la sagesse et la méthode dans le bouddhisme tibétain. Il y a la connaissance, il y a l'amour. Il y a les rituels, il y a la pratique, il y a des choses. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas moine parce que c'était peut-être un apprentissage qui me convenait pas, qui devait passer par l'intellect. Moi, je suis un sensible, je suis un sensitif, je suis un intuitif, je suis un visuel. Donc, je perçois le monde, je perçois ma relation à l'autre à travers l'intuition, à travers la sensibilité, pas à travers l'intellect. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup plus d'amour que de réflexion. Et du bouddhisme du cœur. Voilà. Parce que dans ce livre que vous venez de publier sur vos 40 ans de vie dans l'Himalaya, Olivier Folmy, vous parlez de cette rencontre marquante en 1985 à Bodh Gaya avec le Dalai Lama qui était venu pour donner une grande initiation qui est assez rare dans l'enseignement du bouddhisme Vajrayana, du bouddhisme tibétain, ce qu'on appelle Kalakshakra. Des Tibétains avaient marché des mois pour venir à Bodh Gaya, qui est le lieu d'illumination du Bouddha, pour vivre cette initiation. Et vous étiez là. Et vous avez passé toutes ces journées à photographier et à vivre. Et vous dites, il n'y a point de Dieu pour les bouddhistes, mais pourtant, cette nuit-là, à Bodh Gaya, j'ai cru au Dieu amour. Ah oui.
J'ai dit ça. Vous avez dit ça, vous avez écrit ça, c'est Oui. votre formulation. Eh bien, je le réécrirai, oui. C'est intéressant parce qu'on ne parle pas de Dieu dans le bouddhisme, mais vous, cette nuit-là, avec cette initiation du Dalai Lama, vous avez cru en un Dieu amour. Oui. Oui, parce qu'il y avait 300 000 personnes qui étaient unies dans cette même volonté de prière altruiste, de compassion pour le monde, de délivrer les êtres de la souffrance, de leur Prier pour que tous les êtres vivants soient libérés. Soient libérés. Oui. Donc c'est fantastique de communier à travers des prières qui sont faites dans cet esprit-là. Ça dégage une énergie qui vous transcende forcément. Vous êtes pris dans quelque chose qui vous dépasse. Et là, effectivement, j'ai eu le sentiment peut-être de retrouver cette beauté que j'avais retrouvée en côtoyant la mort dans mon accident. Cette beauté divine. Alors, quand on parle du Dalai Lama, quand on parle du bouddhisme, on a cette image de beauté, de sérénité. Et en même temps, beaucoup d'historiens vont vous dire, n'idéalisez pas trop le Tibet. Il y a eu aussi de la violence, il y a eu aussi des Dalai Lama, pas forcément toujours dans la bonté, dans l'altruisme. Il y a des critiques par des historiens aujourd'hui sur les comportements de vie aussi au Tibet avant la révolution. Comment vous arrivez à vivre avec cet aspect-là, c'est-à-dire ces rencontres que vous avez vécues de gens qui vous ont marqué profondément, qui vous ont fait grandir dans un chemin d'amour, d'altruisme, et puis cette réalité historique qui remet en question, je dirais, ce monde himalayen qui peut nous sembler idéal. Vous me faites sourire, Thierry, parce que je vais vous renvoyer la question. À RCF, vos auditeurs sont profondément chrétiens. Vous êtes profondément chrétiens. Dans le christianisme, il y a eu aussi ces travers. Et pourtant, Dieu sait ce qu'elle est belle, cette religion. Donc, dans toutes les religions, vous avez ces travers. C'est pas parce qu'on est chrétien ou qu'on est musulman ou qu'on est bouddhiste qu'on est un saint. Donc chacun ses limites et chacun sa compréhension aussi de cette religion. Après, il y a une dimension d'amour dans toutes ces religions. Et moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans le bouddhisme? C'est pas de faire la part des choses. C'est évident qu'il y a des moines qui sont des requins, qui sont des arnaqueurs, qui sont sûrement des violeurs. C'est évident que le bouddhisme, c'est pas Bouddha en position de méditation. Les bouddhistes sont des hommes. Le bouddhisme que je peux vivre à Bangkok, où on va faire des offrandes au Bouddha pour être plus riche dans la journée, c'est pas mon bouddhisme. Il y a un tas de choses qu'on peut critiquer dans le bouddhisme, mais comme on peut critiquer les conquistadors dans le christianisme, on peut critiquer les judaïstes dans l'islam. Il faut transcender ça, il faut aller plus loin que ça. Mon bouddhisme, c'est celui qui me touche. Il y a une partie du bouddhisme qui me touche, comme j'ai pas besoin d'adhérer à tout prix à toutes les doctrines bouddhistes. Il y a des choses qui me parlent dans le bouddhisme, mais là en Haute-Savoie, il n'y a pas de bouddhisme. Je vais où? Je vais à l'abbaye de Tamy auprès des moines chrétiens. C'est un même langage, tout ça. Il faut se tourner vers les êtres qui ont dans l'intériorité, qui vivent leur religion dans l'intériorité, qui n'ont pas besoin de mots, et que ces êtres, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, je m'y retrouve. Ou même, ou hindouistes, quelle que soit la religion. Moi, j'aime, et c'est pour ça que je vous parlais du bouddhisme du cœur, j'aime le bouddhisme qui se passe de mots. J'aime les faits, j'aime les actes, j'aime le rayonnement de l'être. Sa religion m'intéresse pas. Alors je vais faire un parallèle avec votre métier de photographe. On dit que vos images ne représentent que la beauté et pas aussi la réalité dure de la pauvreté des Tibétains, de l'oppression des Tibétains. Oui. Effectivement, c'est un parti pris, mais parce que mon chemin de vie s'intéresse à la beauté, j'aspire à évoluer, j'aspire à atteindre l'éveil, si vous voulez, comme nous tous. Et donc je m'intéresse à ce qui me tire vers le haut, pas ce qui me tire vers le haut. Mon côté diabolique, je le connais, mon côté pulsionnel, je le connais, j'essaye de le travailler, j'essaye de lutter contre. Donc tout ce qui m'attire à développer ce côté pulsionnel, le blessé vers lequel on se rue dans un accident, tout ça, c'est ce côté qui va brasser des émotions négatives m'intéresse pas, j'essaie de lutter contre. Donc dans mon travail photographique, j'essaye de voir le beau, de communiquer le beau. Et vous me dites, je montre pas la vérité, mais la vérité c'est le beau.
aussi. Ce n'est pas que... Je n'ai pas dit que vous montrez pas la réalité. La réalité Excusez-moi. violente qui existe aussi avec des Chinois qui vont matraquer des Tibétains dans les rues de Lhasa, par exemple, et qu'on peut voir dans d'autres expositions photographiques. Je suis d'accord. C'est un parti pris. Moi, on m'a critiqué il y a pas mal de temps. J'avais reçu une critique en disant vous faites rien pour la cause tibétaine. Je dis attendez, ne bougez pas. Je ne suis pas un militant. Il est vrai que je n'ai jamais participé à une manifestation dans la rue avec une banderole pour sauver le Tibet. Ça ne fait pas partie de ma manière de faire, de fonctionner, ni ma personnalité. Par contre, j'estime que je suis engagé politiquement dans le monde, dans la cause tibétaine, parce que je fais aimer le monde tibétain. Et pour défendre une cause, il faut commencer par la faire aimer. Donc je suis en amont de la révolte, si vous voulez. Je fais aimer le monde tibétain, pour que ceux qui ont envie de le défendre d'une manière beaucoup plus pratique, dirigiste, puissent le faire. Mais il faut évidemment qu'au départ, il faut faire connaître d'une manière positive un peuple pour qu'on puisse le défendre. Olivier Folmy, quel est votre regard sur cette situation qui semble inextricable aujourd'hui au Tibet? C'est-à-dire depuis plus de 60 ans maintenant, les Tibétains sont occupés par les Chinois, beaucoup sont réfugiés, en Inde notamment et dans le reste du monde. Vous avez vécu avec eux à Dharamsala. Comment vous vivez cette situation qui semble, oui, je le disais, inextricable? Et aussi, vous me direz après comment vos amis tibétains le vivent, ceux qui sont en exil. J'ai eu différentes phases dans mon approche du monde tibétain. J'ai eu une phase émerveillée, comme je vous le racontais au Zanskar, où effectivement j'ai dû le correr tout. Le bouddhisme, le monde tibétain était merveilleux. Après, j'ai vécu avec le monde réfugié tibétain à Dharamsala, où j'ai compris aussi qu'il y avait que les Tibétains étaient aussi des hommes. Il y avait des gens extraordinaires, il y avait des gens opportunistes, enfin voilà, c'était des hommes, comme tout le monde entier, l'humanité, ils faisaient partie de l'humanité. Ça n'a pas empêché mon enchantement. J'ai jamais été désenchanté par le monde tibétain, comme je n'ai jamais été désenchanté par l'humanité entière. Je suis enchanté par l'humanité. Mais par contre, je suis devenu de moins en moins naïf ou innocent, si vous voulez, et j'ai plus relativisé. J'ai relativisé aussi en allant au Tibet, dans le Tibet envahi. Alors au départ, j'étais révolté, j'ai fait même un livre où j'écris un texte très révolté, un livre qui s'appelle Hommage au Tibet, qui m'a valu d'être interdit au Tibet par les Chinois pendant 5 ans, où là j'ai vraiment défendu le monde tibétain, mais j'étais encore dans cette phase innocente, si vous voulez, éblouie. Après, j'ai compris aussi que les Tibétains aussi avaient leur part de responsabilité dans cet envahissement du Tibet, qu'il y avait comme à nous avec la guerre, il y a eu des collaborateurs aussi, pas parce qu'on est bouddhiste que on est un saint, loin de là. Et donc tout ça m'a permis de relativiser. Après, j'ai pris la distance avec le monde tibétain envahi parce qu'il me rendait triste. J'étais triste de cette invasion chinoise, de cette injustice de la vie, de cet abus que le Tibet subissait de la part des Chinois, ce comportement abusif. Pendant 20 ans, j'ai pas voulu retourner au Tibet. J'étais dans le monde tibétain, indien, népalais, bhoutanais. Mais avec des gens qui avaient l'espoir de retourner dans leur pays ou des gens qui ne se faisaient plus d'illusions? Des gens qui se faisaient plus d'illusions. Et ce sont ces gens-là qui au départ m'ont permis d'accepter la réalité tibétaine, parce que ces Tibétains réfugiés n'étaient pas révoltés contre les Chinois. Ils voulaient conserver leur culture. Ils se sont adaptés à l'Inde, au Bhoutan, au Népal. Ils ont accepté. Il y a eu il y avait une forme de résilience aussi. Et c'est ce bouddhisme du cœur qui m'a impressionné. C'est cette manière de pardonner ou d'accepter, puisque le pardon c'est d'acceptation, que c'était la vie, ça faisait partie, c'était le samsara,
si vous voulez. C'était la vie en général. Douleur et souffrance, joie et souffrance, qu'on pouvait pas échapper à cette évolution. Donc eux m'ont permis d'accepter que c'était ainsi. C'est comme ça. Ensuite, je suis retourné au Tibet envahi, il y a 2 ans, pour finir un travail photographique sur ce livre que je publie. Et j'avais envie de reconnaître ce Tibet, mais j'appréhendais. Je savais que Lhasa était devenue une vaste discothèque. Effectivement, Lhasa, c'est toutes des grandes enseignes. Ce sont des néons fluo partout, des grandes avenues. Vous avez des Vélib à Lhasa. On est loin du Tibet. Que vous aviez connu il y a une quarantaine d'années. Oui, mais en même temps, vous savez, j'ai appris avec les années à relativiser tout ça, cet enchantement, parce que le Tibet que j'ai connu il y a 40 ans, il était beaucoup plus traditionnel, certes, mais il sortait de la révolution culturelle, donc il était loin d'être enviable. Et finalement, j'ai préféré le Tibet de la modernité, ce Tibet développé. J'ai préféré voir des Tibétains qui avaient des dispensaires dans tous les villages, grâce au développement que les Chinois ont apporté. J'ai arrêté de ne voir que le côté innocent, mon côté un peu rêveur du Tibet, parce qu'il était loin d'être rêveur à l'époque. Et avec les années que j'ai passées dans l'Himalaya, j'ai appris à relativiser la tradition et le rêve que je cultivais. Je l'ai appris notamment au Zanskar, quand j'ai eu un ami très cher qui s'est marié. J'avais 25-30 ans. Et il s'est marié avec une fille de la Haute-Vallée, un ami du Zanskar. Il s'est marié avec une fille de la Haute-Vallée, une femme magnifique, rayonnante, un Bouddha potentiel. Un mariage bouleversant avec tous les villageois, c'était beau. Et la jeune femme est morte en couche au premier enfant, et l'enfant est mort. Et là, parce que les soins étaient... Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de dispensaires, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de médicaments. Et là, j'étais révolté contre la tradition. Je me suis dit, vive la modernité, vive l'Occident avec ces chances qu'on a de pouvoir être soigné. Et on ne meurt pratiquement plus d'un accouchement. Et donc là, j'ai accepté que la Chine puisse apporter aussi des bonnes choses au Tibet. C'est intéressant tout ce que vous nous partagez là, parce que on sent que c'est le fruit de la durée. C'est 40 ans de 40 ans de vie. Le cycle des 40 ans est très important. Ça est dans la Bible, hein, les 40 ans au désert. C'est une étape. Vous avez l'impression que vous avez bouclé quelque chose, Olivier Folmy, oui, en passant ces 40 ans dans l'Himalaya. Et ce livre est la transmission de tout ce que vous avez vécu là-bas. J'ai bouclé un cercle, c'est certain. Je l'ai compris parce que, comme je vous disais, il y a 2 ans, je suis retourné au Tibet pour redécouvrir le Tibet, pour aller au Mont Kailash. J'étais jamais allé faire le pèlerinage du Mont Kailash. Oui, il faut expliquer un peu ce que c'est le Mont Kailash. C'est un peu le Jérusalem pour les chrétiens. C'est le Kailash est le pèlerinage le plus important pour les bouddhistes et les hindouistes aussi. Et donc j'ai voulu aller au Kailash. C'est une grande montagne et on fait la circonvulation autour de cette montagne. Exactement, oui. Dans le Tibet. Au Tibet, oui. Et j'avais besoin de retrouver le Tibet moderne. Et je suis allé aussi dans certains villages de l'est du Tibet pour photographier des gens. Je voulais photographier des visages, des portraits. Et là, j'ai découvert un Tibet moderne, quelque part, mais très traditionnel aussi. Tous les Tibétains et leurs voitures. On peut associer Eh bien, c'est ce que j'ai compris. C'est un peu comme au Japon. Ce pays qui associe très très bien la modernité et la tradition, comme la Suisse aussi le fait très très bien. Eh bien, le Tibet est en train de réassocier cette tradition de la culture tibétaine avec la modernité. Tous les Tibétains ont leur 4x4 pour aller dans les alpages. On n'y monte plus à cheval, où ils ont leur moto. Ils ont tous des iPhones. Et donc, tous les Tibétains que j'ai rencontrés dans ces villages étaient photographes. Ils aimaient avec leur portable photographier, au point qu'il y en a qui ont acheté des boîtiers photographiques et qui avaient créé des ONG locales pour défendre l'environnement. Il y avait des moines qui avaient été mandatés par le monastère pour être photographes, pour photographier la tradition du monastère et les rituels. Et ces moines ou ces responsables tibétains de leurs ONG ne savaient pas utiliser leur boîtier. Et donc, ils m'ont demandé de revenir dans leur village pour enseigner la photographie. Et l'an passé, je suis reparti au Tibet, dans ces villages. Ils étaient réunis pour savoir qui allait participer à ces workshops. On a décidé que ce serait 30 personnes maximum à ce stage des photos. Des ateliers de photographie. Un atelier qui allait durer 3 jours. Et donc, ils avaient sélectionné des gens d'une circonférence de 200 km qui sont venus spécialement pour apprendre la photographie. Et j'ai donné ce stage, cet atelier photographique à 30 Tibétains dans un alpage pendant 3 jours. Et c'était
bouleversant pour moi de pouvoir être là, partager ma connaissance de ce que j'aimais, de transmettre dans l'autre sens, si vous voulez. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une boucle qui se bouclait parce que ce peuple tibétain qui m'a permis il y a 40 ans de devenir photographe en les photographiant, 40 ans plus tard, je revenais dans leurs alpages pour leur apprendre à eux être photographe et à transmettre à leur tour. Donc c'était une boucle qui se bouclait. Et c'est pour cela que je sors ce dernier livre, donc Ma Himalaya, 40 ans plus tard, qui reprend la synthèse de tout mon travail photographique himalayen, parce que la boucle est bouclée. Belle histoire avec cette famille du Zanskar, belle histoire avec cette région du monde, l'Himalaya. Une question pas facile, mais j'aimerais que vous essayiez de nous partager ce que vous avez reçu de plus précieux. Vous nous avez déjà donné beaucoup d'éléments de ce que vous avez reçu dans l'Himalaya, mais si vous deviez résumer ce que vous avez reçu de plus précieux dans l'Himalaya, qui donne du sens à votre vie de l'homme que vous êtes aujourd'hui. La non-violence. L'amour de la non-violence. L'amour de l'altruisme, l'amour de l'homme. Et vous êtes ému. L'amour de la foi. C'est-à-dire la foi en l'homme, la foi en la beauté, la foi en l'humanité, la foi en quelque chose qui nous dépasse, qu'on essaye d'exprimer par les religions, mais qui est inexprimable. Et vous, Olivier Folmy, vous l'exprimez par vos photographies. Là, spontanément, quand vous dites ça, quelle est la photographie qui l'incarne le mieux ? Celle qui l'incarne le mieux, c'est une petite fille qui tient une bougie, que j'ai prise au temple du Jokang à Lhasa, qui est le temple le plus important pour les Tibétains, qui ne peuvent pas aller faire le tour du mont Kailash, c'est un peu une basilique si vous voulez. Et donc, j'ai vu cet enfant, je venais de faire le tour des chapelles du temple du Jokang, je venais de faire mes prières, d'allumer mes lampes à beurre, et en partant, en quittant ce temple qui est énorme, eh bien tout d'un coup je vois entrer ce père avec cette petite enfant qui venait prier. Et visiblement c'était des pèlerins, ils venaient de loin avec leurs habits et ce regard lointain, enfin très bouleversé qu'ils avaient. Et cette petite avait un regard qui m'a subjugué. Elle venait de loin, de l'intérieur. Elle était plus qu'une enfant. Et j'ai voulu photographier cet enfant avec ce regard. Mais je n'ai pas voulu la photographier tout de suite. Je devais respecter leur émotion, leur foi. Donc j'ai refait le tour de toutes les chapelles avec ce père et sa fille. Ça a pris peut-être 3 heures. Et à la fin, au moment où ils allaient quitter le temple du Jokang, j'ai abordé le père et je lui ai demandé la permission de photographier cette fille, sa fille. Il m'a dit pas de problème. Donc je suis allé vers cet enfant et je lui ai dit, on va aller devant Jovo Rinpoche, le Bouddha qui est dans le temple, et tu vas faire une prière pour ta famille. Et là, on est allé là où la lumière me convenait, face au Bouddha, et elle a commencé sa prière. Et je retrouvais toute cette dimension qu'elle avait quand elle est entrée dans le temple du Jokang. Et c'est pour moi la photo qui résume peut-être ce que je ressens le plus fort de l'Himalaya. Cette photo, on peut bien sûr la trouver dans votre livre « Mon Himalaya » que vous venez de publier aux éditions Ténéus. Et c'est effectivement, moi je dirais, une véritable icône que l'on peut contempler. Merci beaucoup Olivier Folmy de nous avoir accueillis ici, dans votre camping-car, avec cette vue magnifique sur les montagnes, non pas de l'Himalaya, mais de la région de Genève. Puis merci pour tout ce qui vous habite au plus profond de votre cœur et que vous nous partagez au cours de ces quelques émissions sur RCF. Thierry Lyonnais, vous avez l'art d'aller au fond des choses, au fond des êtres. Merci. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.